Voilà, maintenant on attaque le deuxième chapitre de l'émission. On va parler de quelque chose de grave. C'est un trouble qu'on appelle l'anorexie, trouble de comportement alimentaire. C'est quelque chose qui retentit souvent comme une accusation terrible pour les parents qui se disent pourquoi est-ce que mon enfant a l'air de vouloir se laisser mourir de faim. Alors on va en parler parce qu'on va voir que c'est une maladie, que comme toutes les maladies, ça se soigne avec des gens dont c'est le métier et la compétence. Et pour commencer tout de suite, je vous propose le témoignage de la mère d'une jeune fille anorexique. Au début, quand elle est tombée malade, c'était la restriction alimentaire. Elle mangeait de moins en moins, et puis tout ce qu'elle mangeait, elle coupait en tout petits morceaux, puis elle mâchouillait très longtemps. Et elle disait des choses comme, par exemple, elle n'avait pas faim, elle avait déjà mangé chez une copine, elle mangerait plus tard. Et puis comme ça, elle évitait de venir à table. Et puis j'ai remarqué que, oui, qu'elle était de moins en moins souvent avec nous à table. Elle se regardait et puis elle se pinçait pour voir s'il y avait une couche de graisse, enfin s'il lui restait quelque chose. Mais elle pouvait se regarder plusieurs fois par jour. Et elle se pesait puis elle se regardait, ça alternait. Oui. La balance, c'est un objet important pour elle. Oh oui, un point où je l'avais enlevée. Je l'avais apportée chez une voisine. J'en pouvais plus de la voir se peser sans arrêt, sans arrêt. Je ne sais pas combien de fois par jour, une dizaine de fois, je ne sais pas. Elle avait besoin de maigrir, c'était une quête de la perfection. Puis elle n'était jamais satisfaite. Il n'y avait pas de limite. Et puis, en fait, la limite, ça aurait été la mort. Elle aurait été jusqu'à la mort pour maigrir. Alors j'accueille Anne Pless qui a préparé pour nous ce dossier important. On a entendu des paroles assez terribles. Anne, bonsoir. Qu'est-ce qui vous a frappé quand vous avez commencé à débrouiller ce no man's land de l'anorexie ? Oui, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'en fait, c'est une maladie très mystérieuse. Pourtant, les premières descriptions de l'anorexie datent du XVIIe siècle et aujourd'hui encore, on ne connaît pas les facteurs déclencheurs, on ne connaît pas les causes, on se contente en fait de décrire des comportements qui sont d'ailleurs très stéréotypés. On retrouve toujours les mêmes témoignages chez toutes les jeunes filles. Alors c'est une maladie effectivement qui est grave puisqu'elle est mortelle. Au début du siècle, on comptait pas moins d'un tiers de décès. Aujourd'hui, ce pourcentage a énormément diminué. Dans les centres thérapeutiques qui s'occupent très spécifiquement de l'anorexie, ce pourcentage tombe à 4%. Alors, c'est une maladie typiquement psychosomatique, ça veut dire qu'il y a un symptôme physique, en l'occurrence c'est une extrême maigreur, qui s'accompagne de tout un ralentissement de toutes les fonctions vitales de la personne. Alors ça, c'est des symptômes physiques, mais ça cache des symptômes psychiques extrêmement profonds. Donc c'est un trouble de toute la personnalité. Alors l'anorexie touche principalement les femmes, il y a quelques hommes, mais 95% c'est des femmes, et beaucoup d'adolescentes, et ça peut commencer extrêmement jeune. Il y a des cas d'anorexie qui commencent vers 9 ou 10 ans. Mais maintenant on arrive quand même à travailler, on arrive à soigner ça. Oui, on arrive à soigner à condition de vraiment trouver la bonne thérapie. En l'occurrence, il s'agit de trouver le bon thérapeute. Parce que ce qu'il faut, c'est que le thérapeute et la malade soient associés pour combattre ensemble la maladie. Si le courant ne passe pas entre les deux, c'est raté d'avance. Donc il faut vraiment trouver... Et c'est très long, oui, il faut compter vraiment, c'est pas en mois que ça se compte, c'est vraiment sur plusieurs années. Alors, vous imaginez bien que pour l'entourage, c'est extrêmement difficile quand on sait qu'il y a des rechutes. Alors, il y a des phases de découragement, il y a des phases d'abandon. Il faut vraiment que la famille tienne bon jusqu'au bout. On va comprendre tout ça d'ailleurs. On aura assez de témoignages qui nous permettront de faire ce parcours. Mais vous l'avez dit, famille, travail de famille, rechute, c'est donc éprouvant pour le milieu familial. Je voudrais avant toute chose présenter des gens qui sont très importants ce soir dans cette affaire. Ce sont les membres du groupe ABBA. Et puis, on reconnaît Madame Rose-Marie Barrault, dont on vient d'entendre le témoignage. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, on va reparler encore de tout ça pendant tout au long de ce chapitre, mais ABBA, c'est quoi? Ça sert à quoi? C'est une association d'entraide et de soutien, et c'est géré par des personnes qui ont vécu ces situations et qui, par leur expérience, peuvent peut-être aider un tout petit peu les autres. Vous dites des personnes qui ont vécu, ça veut dire qu'il y a les parents, mais alors il y a aussi les malades. Exactement, oui.
Je comprends. Alors pendant que vous parlez, on a déjà fait apparaître les coordonnées de votre groupement parce que je pense qu'il est important qu'on sache où vous joindre. Et on va aller un peu plus loin dans l'émission. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Mais d'abord, on va découvrir le parcours d'une jeune fille, c'est Maude. Maude est anorexique. 3, 4 et devant. 1, 2, 3, ferme. Avant de perdre du poids, quand je me regardais dans le miroir, je me trouvais trop grosse. Donc j'ai commencé à faire un régime. Je ne voyais pas l'image que me reflétait le miroir, je voyais l'image que je voulais voir moi-même dans ma tête. Maigre, mais en tout cas pas squelettique. Les repas de fête, ça me fait paniquer parce que j'ai peur d'être séduite par la nourriture qui est sur la table, puis de manger beaucoup. Le regard des autres me dérange énormément. J'ai l'impression que quand ils regardent dans mon assiette, c'est moi qui juge. Donc je supporte pas très bien cette idée parce que j'ai des petites quantités dans mon assiette, alors ça me dérange. Un temps, je mangeais tellement peu que je prenais pratiquement 2-3 grains de riz puis 2-3 rondelles de carottes. Maude, 17 ans et demi, est anorexique depuis bientôt 2 ans. Elle lutte quotidiennement, avec des hauts et des bas, pour garder ses 42 kilos. Mais Maude est très fragile. Elle est déjà passée par un seuil critique de 34 kilos, qui a nécessité une hospitalisation urgente pendant 3 mois. J'étais obsédée toute la journée, même pendant la nuit, comme ça, j'étais totalement obsédée par la nourriture. Je voulais manger très peu et si j'arrivais pas, j'étais pas contente de moi. J'avais une certaine maîtrise de moi-même, j'arrivais à me maîtriser moi, à maîtriser mon corps et puis ma tête. Alors vous êtes tombée très bas dans le poids? Ouais, très bas. Depuis que j'ai commencé à faire un régime et puis que j'ai perdu du poids, j'ai perdu pratiquement 20 kilos. Maude a toujours été suivie individuellement par un psychiatre. Elle a également tenté une thérapie familiale pour commencer à dénouer certains nœuds, en particulier avec sa mère. Elle essayait toujours de me défendre, de prendre ma place devant les autres et puis elle me protégeait. Et vous avez réagi comment? Vous vous sentiez comment dans cette situation-là? Justement, je sais pas, c'était un peu cette attitude-là, elle m'envahissait un peu, puis je sentais plus vraiment que j'avais ma place au milieu des gens. Ça vous étouffait? Ouais, ça m'étouffait, et puis je me sentais pas importante aux yeux des autres. Il y avait un grand manque de communication entre moi et mes parents. C'est comme s'il y avait un mur qui nous séparait. À un moment donné, vous avez quand même failli mourir. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a 17 ans comme ça et qu'on passe près de la mort? On ressent rien du tout parce que j'ai rien senti venir, quoi. Beaucoup de monde me disait toujours ton état de santé est mauvais, mais attention, mais tout ce qui est des conséquences de ma maladie, à part quelques petites choses, j'ai rien vu venir, j'ai rien senti. Puis j'ai senti une fatigue physique, j'ai eu des troubles de la vue comme ça, mais le reste, j'ai jamais pu penser à un moment que j'aurais pu y rester. Voilà, alors elle est avec nous ce soir, Maude. Bonsoir.
On va essayer de mieux comprendre un peu ce qui vous est arrivé. On va le faire bien sûr avec nos deux invités que je vais présenter maintenant. Nous avons le docteur Bernard Scherler, psychiatre à Neuchâtel. Bonsoir docteur. Bonsoir. On vous a demandé d'être avec nous ce soir parce que vous avez une grande expérience de terrain sur les thérapies sur la longue durée. On va voir tout à l'heure que ces thérapies sont quelque chose d'indispensable. Et à côté de vous, nous avons monsieur Jean-François Simoneau, qui est psychologue, qui travaille à Nyon, dans une clinique qui s'appelle la Métairie. Monsieur Simoneau, on vient d'entendre Maude qui nous a raconté comment elle a passé dans une phase de crise très grave et très dangereuse. Alors à la Métairie, vous avez développé des méthodes pour répondre à ces états de crise. Et dans le grand public, on s'interroge beaucoup parce que notamment, on dit que dans ces cas-là, lorsque vous prenez une patiente, vous demandez à ce qu'on coupe la communication en quelque sorte avec le milieu familial. Alors est-ce que c'est vrai? Et si c'est le cas, pourquoi le faites-vous? Oui, c'est vrai que dans le modèle que nous avons développé, mais que l'isolement est quelque chose qui est largement répandu à travers le type de thérapie utilisée avec les patients anorexiques ou boulimiques, que cet isolement est variable en fonction des endroits ou des centres de traitement. Il peut être dépendant ou indépendant du poids. Il peut être de quelques jours, voire de quelques semaines, et dans certains endroits de quelques mois. Dans notre Quels sont les buts, en fait? C'est Voilà. pour arriver à quoi? Voilà. Donc, dans notre unité, je dirais qu'il y a 3 buts poursuivis à travers cet isolement. Le premier but, c'est ce que très bien démontré par le témoignage, c'est cet épuisement. C'est-à-dire que tout le monde est épuisé. Il y a cette relation d'emprise qui se fait entre la famille et la patiente, et que dans cette relation d'emprise, on a l'impression parfois que l'une ne bouge pas sans l'autre. Hein. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles on demande, on avertit en tout cas qu'il y a 10 jours d'isolement, qui est un isolement relatif, je dirais, en ce sens que c'est une coupure avec le monde extérieur, qui n'est pas dépendant du poids et qui permet à la patiente les 2 buts suivants, qui est le premier, et on a vu, on en a parlé tout à l'heure, cette propension des patientes à pouvoir être à l'écoute des autres, à être très disponible pour les autres, et on va essayer d'inverser ce mouvement et de pouvoir rendre ces patientes un peu plus à l'écoute d'elles-mêmes, donc de pouvoir un peu se centrer sur elles-mêmes. Et le 3e but de l'isolement, c'est de permettre aux patientes de s'intégrer dans l'unité, donc de pouvoir être mises en relation avec les autres patientes qui sont dans l'unité et les intervenants qui sont là. On va aller plus loin, on expliquera plus loin vos méthodes, mais j'aimerais d'abord une brève réaction du côté des familles. Qu'est-ce qu'on ressent lorsque une enfant malade, anorexique, entre en clinique et que cette coupure se produit? Je crois qu'on ressent un grand soulagement que quelqu'un a enfin pris en charge le problème, parce que la famille, c'est juste la famille est épuisée. On souffre avec notre enfant et ça nous permet de prendre un peu de distance et puis de calmer le jeu. Ouais. Donc ça n'est pas vécu forcément comme une tragédie, cette rupture, cette séparation? Non, pas D'accord. forcément. Je vous remercie. Alors justement, l'hospitalisation intervient dans des cas vraiment graves, des cas souvent d'urgence. Quelles sont, vous, en tant que professionnel, vos priorités pendant le traitement, pendant l'hospitalisation? Bon, je dirais que la première priorité, c'est cette notion d'urgence dont vous venez de parler. C'est vrai que dans les situations extrêmement graves, qui peuvent avoir des conséquences somatiques importantes, il me semble important de pouvoir un peu introduire du temps, d'introduire une notion que tout ne se rabat pas sur la nourriture, toute la demande que souvent les patients ont de la peine à formuler ne se rabat pas sur le besoin. Alors je dirais que le premier but que nous avons, qui est une normalisation pondérale, c'est-à-dire que dans le cadre de l'unité, d'une part, nous recevons les patients en admission volontaire, qui a un entretien d'évaluation avant l'hospitalisation, donc la patiente est mise au courant de son poids, je dirais minimum optimal selon certains barèmes, et que ce poids est là. Souvent les patientes sont surprises, je dirais, de ce poids. Alors le premier objectif, il s'agira de pouvoir reprendre du poids. Donc restauration pondérale, premier objectif. Ensuite, deuxième objectif, il s'agit de normalisation alimentaire, en ce sens que les patientes ont souvent des habitudes alimentaires qui sont complètement chaotiques, qui se restreignent à certains aliments. On a vu tout à l'heure le témoignage de Maude. Et les patientes arrivent dans 90% des cas avec un végétarisme qui est
conséquent de la maladie est rarement